labor omnia in probus probatio, un travail opiniâtre vient à bout de tout. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine À la faveur du droit, un magazine des conscientisations de la masse populaire autour des questions brûlantes de l'heure. Dans un débat sain, dans une discussion vivante, le tout dans la transparence et la vérité. À la faveur du droit, reçoit pour vous aujourd'hui Maître Héritier Okogondiko, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci de me recevoir. Et voilà, avec vous, on va devoir parler de l'extradition en droit positif congolais. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait bien que vous puissiez nous faire une brève présentation, question de permettre aux nombreux téléspectateurs d'avoir un aperçu sur votre personne. Alors, c'est vrai, je suis un habitué à la faveur du droit. Je suis Maître Héritier Okogondiko, avocat au barreau près la cour d'appel du Lualaba. Et voilà, avec vous, on va devoir parler de l'extradition en droit positif congolais. Bien sûr, on commence déjà par une définition de ces mots, extradition en droit positif congolais. Alors, il faut dire que l'extradition est une matière qui est déjà régulée par la loi du 24 avril 1886 sur l'extradition, qui entend, non pas l'extradition comme étant un mécanisme juridique par lequel un État peut solliciter d'un autre État que son sujet de droit, ça veut dire son ressortissant, qui a été déféré ou dont les poursuites sont engagées à son encontre en dehors de son territoire national, soit mise à la disposition de cet État qui fait la demande afin que son ressortissant soit poursuivi, pourquoi pas, ou jugé, condamné dans son pays d'origine. Et donc, ça peut être également pour purger la peine, ça veut dire que nous sommes dans une perspective selon laquelle un État vous a condamné à l'étranger et votre État d'origine peut solliciter que vous puissiez, non pas, purger la peine dont condamnation est arrivée à bout dans votre pays d'origine. Et voilà, après cette définition de ces mots extradition en droit positif congolais, alors quelles sont les conditions qui peuvent entrer en jeu pour qu'on puisse arriver à extrader une personne qui se serait retrouvée à l'étranger? Alors, la première condition, et je pense même que c'est l'unique condition primordiale, c'est la réciprocité. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au demeurant une convention d'extradition conclue entre deux États. Pour qu'à chaque fois que nous serons dans une situation où il requiert engager poursuite à l'encontre d'un ressortissant d'un État qui est parti à cette convention, que l'État qui ressent la demande puisse faire recours à cette procédure et solliciter. Et donc, il faut au départ qu'il y ait une convention d'extradition entre ces deux États. Alors, s'il arrive qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre ces deux États, il faut un accord entre gouvernements. Ça veut dire qu'il faut un accord extérieur à la convention d'extradition pour dire que dans le cas d'espèce, on peut conclure un accord entre gouvernements pour solliciter qu'un ressortissant d'un pays puisse rentrer dans son pays d'origine pour se voir poursuivi par rapport au chef d'accusation dont il fait l'objet. Dans le cas d'espèce, c'est les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Justice, ainsi que le procureur général, qui sont les personnes concernées par la convention pour représenter un gouvernement, selon qu'il s'agit d'un accord d'extradition ou d'une convention d'extradition. Voilà, en parlant de la seule condition qui existe pour extrader un individu. La réciprocité. La réciprocité, vous avez dit qu'il faudrait qu'il y ait accord entre deux États. Une convention. Est-ce que cette condition qui existe serait d'application pour tout individu qui se serait retrouvé à l'étranger ou il y a une certaine catégorie? Oui, tout à fait. Ici, l'État, quand vous lisez l'article 50
de notre Constitution, ça veut dire celle du 18 février 2006, la Constitution dit que l'État protège les citoyens se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Ça veut dire, lorsque un ressortissant d'un État se trouve dans un cas de violation, que ce soit de l'ordre public interne de cet État ou de l'ordre public international, eh bien, il est en tout cas d'une obligation constitutionnelle pour un État d'en venir à la protection de ses ressortissants. Mais le cas qui concerne la convention d'extradition concerne tout ressortissant d'un État. Ça veut dire, nous avons posé le principe, lorsque vous lisez les articles 1er et 2 de la convention de 1886 sur l'extradition, on vous dit il faut qu'il y ait une convention d'extradition entre deux États. Ça veut dire, je donne un cas d'espèce, le cas Eric Mandala, eh bien, au départ, il faut qu'il y ait une convention d'extradition entre la République démocratique du Congo et la République d'Espagne. Oui. Et donc, s'il n'y a pas de convention d'extradition pour envisager de la possibilité pour la République démocratique du Congo de demander des autorités espagnoles que M. Eric Mandala soit rapatrié dans les territoires congolais pour qu'il soit poursuivi selon le droit congolais, eh bien, il faut un accord entre gouvernement congolais et gouvernement espagnol. Et donc, nous sommes dans une perspective où, à défaut de la convention d'extradition, un accord conclu entre gouvernements peut faciliter que celui-ci soit, non pas, une base juridique sur laquelle on peut envisager l'extradition. Mais il faut dire aussi que s'il arrive que vous avez été appréhendé dans un territoire étranger et qu'en ayant 3 mois, vous n'avez pas été notifié, il n'y a aucun acte, ni mandat d'arrêt provisoire, ni un acte qui justifie votre arrestation. Dans le ressort dans lequel vous avez été arrêté. Tout à fait. Notifier à la personne qui est mise aux arrêts, eh bien, vous êtes en droit de demander que vous soyez relâché. Ça, c'est le droit congolais. Donc, s'il arrive qu'un ressortissant chinois, par exemple, est poursuivi, a été appréhendé quelque part, par exemple, je donne un cas, lorsqu'on est en matière de flagrance en droit pénal, un étranger qui commet par exemple un viol avec la mère publique, un sujet chinois, eh bien, dans le cas d'espèce, il faut qu'il y ait un document qui justifie que celui-ci a été arrêté. Mais il faut dire une chose, c'est qu'il faut distinguer l'extradition de la protection diplomatique. Parce que les matières relatives à la protection diplomatique sont régulées par la Convention de Genève et il y a 4 conditions pour qu'un État puisse venir en protection de son ressortissant sur le plan international. Notamment, il faut que les ressortissants de cet État prouvent qu'il a la nationalité de son pays d'origine. Il faut également qu'il ait épuisé de toutes les voies de recours du droit interne de l'État dans lequel il serait arrêté ou bien mis en cause. Il faut également qu'il justifie qu'il a le main propre. Ça veut dire il doit justifier que les faits pour lesquels il a été poursuivi devant une juridiction étrangère ne violent pas l'ordre public international. Et donc, dans les cas d'espèce, il doit justifier de ses mains propres, c'est qu'en droit anglophone, on appelle les clean hands. Donc, il faut justifier qu'on a les mains propres. Et puis, en dernier lieu, il faut que l'État qui doit venir en protection diplomatique puisse justifier ou juger de l'opportunité de vous protéger. Parce que c'est une chose que de venir en protection diplomatique, mais s'il y a inopportunité, eh bien l'État, votre pays ressortissant, votre pays d'origine plutôt, va vous laisser et puis l'État étranger va vous juger.
Alors, pour vous, bien sûr, qui venez de nous prendre diffusion en cours, vous êtes bel et bien dans votre magazine à la faveur du droit. Nous sommes en train de parler de l'extradition en droit positif congolais avec Maître Héritier Oko Gonziko. Alors, Maître, pour quel délit peut-on extrader un individu d'un État à un autre? Alors, il faut dire que les monopoles de poursuite, selon qu'il s'agit de la violation du droit pénal, mieux de l'ordre public, dépend de chaque État. Ça veut dire, pour tout acte qui viole l'ordre public interne ou international, est susceptible de poursuite. Ça veut dire, les procureurs de la République ou les procureurs généraux qui a les monopoles de l'action publique selon chaque État, peut engager des poursuites. Alors, l'État ressortissant, selon que la mesure a été envisagée et selon qu'il y a au départ, je l'ai dit, une convention d'extradition entre les États, peut envisager de venir en protection de son ressortissant par le mécanisme de l'extradition. Ça veut dire, au lieu, l'extradition, ça veut dire quoi? Ça vient du verbe extrader, rapatrier. Ça veut dire, au lieu que mon ressortissant soit jugé, ou au lieu qu'il puisse purger sa peine sur un territoire étranger, je voudrais, sur base de la convention d'extradition que nous avons, vous et moi, État X, que vous puissiez me le renvoyer pour que je puisse les corriger. En fait, dans l'anthropologie juridique, on compare cette procédure à un parent. Un enfant qui aurait commis un forfait chez le voisin et le parent dit « ramenez-le-moi pour que je puisse les corriger ». C'est de la même manière, c'est comme ça que c'est une obligation constitutionnelle pour un État. J'ai parlé tantôt de l'article 50 de notre Constitution, que de venir en protection de son ressortissant qui serait dans une situation d'irrégularité par rapport à la loi et mise aux arrêts dans un territoire étranger. Voilà, alors quelles sont les raisons qui font à ce qu'on arrive à extrader ces individus? Parce que si cet individu, qu'on prenne un exemple, si jamais il y a un individu qui commet des bavures dans une patrie, dans une autre patrie que la sienne, pensez-vous pas que ça serait mieux que cet individu reste dans cette patrie pour une bonne correction? Pourquoi chaque État peut procéder à cette extradition? Alors, vous savez, madame, autant que moi, que le droit pénal a une spécificité pédagogique. Ça veut dire, dans le cas d'espèce, on peut bien vouloir qu'un monsieur X, qui serait par exemple condamné devant une juridiction étrangère, mais devant laquelle il est obligé à purger sa peine, par exemple pour 5 ans, l'État d'origine peut demander, au lieu qu'il purge sa peine loin de ses siens, ramenez-le, renvoyez-le-moi, pour qu'il purge la peine ici, au moins il aura le droit de visite de membres de sa famille. Parce que ce n'est pas parce qu'on est privé de la liberté d'aller et de revenir qu'on doit être aussi privé de l'affection familiale. Et donc pour toutes ces raisons-là, l'État peut envisager, mais c'est une demande qui doit être sollicitée par le membre de la famille, de la personne qui est mise en cause. Je vous ai dit qu'il y a pratiquement 3 autorités qui entrent en jeu, les procureurs généraux, les ministres de la Justice, ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Et donc, la personne, un membre de la famille, peut bien vouloir saisir l'une de ces autorités pour que celle-ci, au regard de la convention d'extradition qui peut être conclue ou avoir été conclue entre ces 2 États, envisage, dans la mesure du possible, l'extrader pour que soit les poursuites soient engagées selon le droit de son État, soit encore qu'il purge
sa peine conformément à la loi pénitentiaire de son État. Voilà, maître, est-ce que l'extradition est nécessaire si jamais, au départ, il n'y a jamais eu d'accord entre une patrie et une autre et que vous souhaitez extrader l'un de vôtres, est-ce que cette extradition est nécessaire? Oui, dire que l'extradition est nécessaire, je pense que cette question reviendrait à ceux qui l'envisagent, mais l'accord en l'absence d'une convention est possible. Oui. C'est comme ça qu'il y a une grande différence entre la convention d'extradition et l'accord d'extradition. Oui. La convention d'extradition, c'est un traité bilatéral. Ça veut dire une convention conclue entre deux États avant tout avènement d'un cas nécessitant l'extradition. Ouais. Ça veut dire avant que l'on soit en présence d'un cas susceptible de provoquer le mécanisme d'extradition, ouais, on conclut une convention entre l'État X et l'État Z, par exemple, pour dire à chaque fois que mon sujet de droit, mon ressortissant, se serait heurté par rapport à votre loi et que les poursuites devraient être engagées en son encontre alors qu'il se trouvait sur votre territoire, je voudrais bien que vous puissiez le rapatrier sur mon territoire pour qu'il soit jugé selon la loi de mon pays. Et si jamais cet accord est refuté, alors ça serait quoi le sort ça, c'est la convention. De ces ressortissants? Alors que l'accord, ouais, l'accord c'est un mécanisme que je peux dire qui peut se faire in causa specie. Ça veut dire selon chaque cas d'espèce. Et donc, ça se fait hic et nunc que pourquoi? Parce que on arrive au moment de la survenance d'un cas qui nécessite l'extradition, ouais, mais l'État qui sollicite l'extradition se rend compte qu'il n'y a jamais eu de convention d'extradition. Mais le besoin se fait ressentir pour que son ressortissant rentre dans son territoire et qu'il soit déféré devant les instances judiciaires selon la loi de ce pays. Eh bien, les gouvernements, cette fois-ci, peuvent solliciter de l'État étranger que soit conclu un accord d'extradition. Et là, il faudrait qu'il y ait un intérêt. Si jamais il n'y a aucun tout intérêt, naturellement. À quoi bon on peut vous extrader? Tout naturellement. C'est ça même le principe en droit international. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc, nous sommes dans un cas où il faut un accord d'extradition, mais l'État étranger va vous demander qu'est-ce que je dois gagner en retour. Ouais. C'est comme ça que s'il arrive aussi qu'il y a de ressortissants, je rentre tantôt dans le cas qui fait la une des journaux, le cas Eric Mandala, eh bien, dans le cas d'espèce, s'il n'y a jamais eu des conventions d'extradition, les gouvernements congolais peuvent envisager de conclure un accord d'extradition avec le gouvernement espagnol. Mais comme vous l'avez dit, il faut qu'il trouve un intérêt. Alors s'il arrive aussi qu'il y a de ressortissants espagnols qui seraient en tout cas traduits devant les instances judiciaires et qu'il n'y a pas de convention d'extradition, à ce moment, sur base de la conclusion d'un accord d'extradition, on peut procéder à l'échange des prisonniers ou bien à l'échange des prévenus. Et donc, il faut un intérêt en droit international. Cela, d'ailleurs, qu'on serait tenté de différencier la convention d'extradition, les mécanismes de la convention d'extradition, parce que là, le principe majeur, c'est la réciprocité. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait conclu une convention pour que les mêmes mesures soient appliquées vis-à-vis des deux États. Et donc, c'est là qu'on recherche la distinction entre
la convention d'extradition et la protection diplomatique, mais aussi la commission rogatoire. Justement, maître, j'allais en venir. Alors, dans votre narratif, vous avez fait allusion à la protection diplomatique, la commission rogatoire et l'extradition. Alors, c'est quoi la différence qui existe entre ces trois? Oui, la convention d'extradition, nous l'avons dit, c'est un mécanisme par lequel un État peut demander d'un État étranger sur les territoires duquel son ressortissant aurait été appréhendé et à l'égard duquel les poursuites ont été engagées, eh bien cet État-là peut solliciter soit que son ressortissant soit rapatrié sur son territoire pour qu'il soit poursuivi et jugé selon le droit positif de cet État-là, ou encore s'il arrive que son ressortissant aurait déjà été condamné par une juridiction, eh bien par le mécanisme d'extradition, cet État peut solliciter qu'il vienne purger sa peine selon le droit positif de son État. Alors que la protection diplomatique, c'est un mécanisme en droit diplomatique et consulaire qui est prévu par la Convention de Genève, qui fait en sorte que un État peut venir en protection de son ressortissant qui serait condamné. Je parle bien de la condamnation, pas seulement de simples poursuites, parce que parmi les conditions pour que l'État d'origine vienne en protection diplomatique, il y aura l'épuisement des voies de recours internes. Et donc, l'État, imaginez-vous, si on pouvait toujours entrer dans le même cas, Eric Mandala, si le gouvernement pouvait envisager de venir par le mécanisme de la protection diplomatique, mais cette fois-ci devant la Cour internationale de justice. Pas devant l'État qui les juge, devant la Cour internationale de justice, eh bien, il faut qu'il y ait la réunion cumulative de 4 conditions. Il faut que le ressortissant prouve qu'il a la nationalité congolaise. Il faut qu'il ait épuisé toutes les voies de recours internes du droit espagnol. Ça veut dire, s'il a été condamné, il faut qu'il aille en appel, et s'il doit épuiser en appel, il peut aller en cassation selon le droit interne, le droit positif espagnol, dans le cas d'espèce. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez le main propre. Ça veut dire, un État ne peut pas venir en protection diplomatique de son ressortissant alors que les faits pour lesquels il est poursuivi violent gravement l'ordre public international. Notamment, on les poursuit, je ne sais pas, je crois, pour trafic de stupéfiants. Eh bien, la condition relative aux mains propres, les clean hands, n'est pas réunie. Il bénéficie de la présomption d'innocence, tout à fait. Ouais. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on a parlé de l'épuisement des voies de recours. Ça veut dire, si on arrive dans une possibilité où il a été condamné, parce que lorsqu'on a été condamné par une juridiction régulière, par un jugement définitif, on ne jouit plus de la présomption d'innocence. On est condamné comme avoir été coupable. Eh bien, dans le cas d'espèce, il faut que l'État qui doit venir par le mécanisme de la protection diplomatique examine si son ressortissant réunit également la condition des mains propres. Ça veut dire, si son ressortissant n'est pas dans les conditions qui font en sorte que les faits pour lesquels il a été poursuivi violent l'ordre public international. Si les faits pour lesquels il a été poursuivi violent l'ordre public international, à ce moment-là, la condition de main propre n'est pas réunie et donc l'État ne peut pas venir en protection diplomatique. Mais aussi, si on envisage que la condition relative au clean hand, le main propre est établie, est réunie, eh bien, dans ce cas d'espèce, il faut que l'État aussi, qui vient par le mécanisme de protection diplomatique, vérifie de l'opportunité de protéger son ressortissant. Est-ce qu'en voulant venir par le mécanisme de protection diplomatique, est-ce qu'il ne viole pas ses relations diplomatiques avec tel pays?
ou dans le cas d'espèce, l'Espagne. Est-ce que l'État a intérêt de gâcher ses relations de coopération avec l'Espagne, par exemple, pour venir en protection diplomatique devant la Cour internationale de justice un pays? C'est là la condition d'opportunité, même si la doctrine abondante estime que c'est une condition purement politique. Parce que si vous voulez venir par le mécanisme de protection diplomatique, ça veut dire vous voulez échapper votre ressortissant d'entre les mains de l'État devant lequel il a été déféré et par voie de conséquences condamné. Est-ce que l'État a intérêt à gâcher ses relations diplomatiques pour protéger un seul individu? C'est là la condition de l'opportunité. Donc là encore, il y a de préalables pour envisager une quelconque protection diplomatique. Mais c'est différent avec la commission rogatoire, parce que ça, c'est un mécanisme prévu en droit interne qui consiste pour un magistrat du parquet, l'organe de la loi, l'organe poursuivant, de demander qu'un magistrat d'un autre ressort puisse poser les actes pour lesquels il est compétent parce que lui ne peut pas le faire. Par exemple, je suis magistrat du parquet, le tribunal des grandes instances, près le tribunal des grandes instances de Lubumbashi, ça veut dire mon ressort, c'est celui de la cour d'appel du Haut-Katanga. Mais s'il arrive que la personne dont plainte aurait été déposée devant notre office et que la personne se retrouverait à Kolwezi, dans un autre ressort, parce que là, c'est le ressort de la cour d'appel du Lualaba. Et donc, dans le cas d'espèce, le magistrat du parquet, du ressort de la cour d'appel du Haut-Katanga, peut demander par le mécanisme de commission rogatoire qu'un magistrat du parquet de Lualaba puisse procéder à l'arrestation de la personne pour laquelle la plainte a été déposée devant son office et l'acheminer au ressort qui a été saisi. Et donc, ça, c'est le mécanisme de commission rogatoire prévu en droit interne. Voilà, nous tendons pratiquement à la fin de ces magazines, à la faveur du droit. Alors, maître, en définitive, qu'est-ce qu'on retient de l'extradition en droit positif congolais? Alors, il faut retenir que l'extradition est un mécanisme prévu par la loi du 24 avril 1886 en droit congolais, qui prévoit ces mécanismes par lesquels un État peut, sur base d'une convention d'extradition, solliciter d'un autre État le rapatriement de son ressortissant pour que celui-ci soit déféré devant les instances judiciaires de son pays et qu'il soit jugé conformément aux lois nationales. Et donc, en l'absence, c'est comme ça que la condition primordiale, c'est la réciprocité. Il faut qu'il y ait d'abord une convention d'extradition entre deux États. Mais s'il arrive que dans le cas d'espèce, la nécessité d'extrader s'est fait ressentir et qu'il n'y a pas de convention d'extradition, eh bien, on peut conclure des gouvernements à gouvernement un accord d'extradition sur base duquel un État peut solliciter que son ressortissant soit extradé. Et il faut dire que l'extradition se distingue de la protection diplomatique, qui est un autre mécanisme par lequel un État peut venir en protection de son ressortissant, cette fois-ci devant la Cour internationale de justice, sous réserve de la réunion de quelques conditions que nous avons citées, notamment prouver de la nationalité de l'État qui doit venir en protection, en votre protection, mais aussi avoir épuisé toute le voie de recours du droit interne de l'État étranger dans lequel vous vous retrouvez, mais aussi avoir la condition, le main propre. Ça veut dire les faits pour lesquels vous avez été poursuivi ne violent pas l'ordre public international. Et la dernière condition, qui est une condition
pratiquement politique, c'est l'opportunité. Donc l'État qui doit venir en votre protection doit envisager dès l'opportunité de vous protéger conformément aux relations diplomatiques qu'il entretient avec l'État qui vous a condamné dans les cas d'espèce. Et donc on l'a distingué aussi de la commission rogatoire, qui est un mécanisme prévu en droit interne par lequel un magistrat du parquet d'un ressort X peut demander à un autre magistrat d'un autre ressort, je parle bien entendu du magistrat du parquet, de pouvoir poser les actes de sa compétence et de déférer la personne qui est poursuivie dans les ressorts dans lesquels les poursuites ont été engagées en son encontre, mais dont il aurait pris fuite. Donc, auquel il aurait pris fuite. Et donc, on se retrouve dans ce cas-là. Et voilà, Madame in globo, les éléments par rapport à l'extradition. Voilà, maître. Merci à vous, maître héritier Okogondiko, de nous avoir éclairé suffisamment par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, l'extradition. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. On espère vous retrouver prochainement, déjà que vous êtes l'habitué de ces magazines. Tout à fait, tout naturellement. Voilà, c'en est fini pour ces magazines à la faveur du droit. C'était un plaisir de vous avoir comme téléspectateur. On se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même et réel plaisir. Au revoir.